Bonjour à tous, bonjour aux amis de l'UIA, bonjour aux amis de l'UTL de Laragne, Buech-Durance, pardon, et puis bonjour à tous ceux qui, curieux, viennent se connecter pour voir un peu ce qui se passe au Quai des Arts. Mais il se passe de belles choses puisque nous nous lançons dans des émissions qui vont nous permettre de garder du lien en attendant des temps meilleurs à l'automne prochain. Donc aujourd'hui, je vais aborder un personnage qui est assez connu des érudits, c'est Alberté de Sisteron ou de Capensé. Alors cette idée m'est venue lorsque je préparais le cours pour l'ULIA consacré aux femmes troubadours. Je me suis dit, c'est bien de s'intéresser à toutes ces femmes qui ont composé une œuvre admirable, mais au fait, comment cela se passait-il chez nous? Y a-t-il eu des troubadours? Comment cela, quel cours fréquentait-il si? Et je suis arrivé naturellement sur Alberté. Alors son nom est connu parce que dès le XIIIe siècle, c'est un personnage qui a été introduit dans les manuscrits. On a gardé de ses chansons. Au XVe, Jean de Notre-Dame en a parlé, puis au XVIIe, César de Notre-Dame, puis au XVIIIe, Papon. Alors Papon, c'est le premier historien sérieux. Puis au XIXe, on a trouvé des références consacrées à Alberté. Aujourd'hui, Alberté est un personnage qui intéresse beaucoup de chercheurs. Malheureusement, ils ne sont pas français. Ou alors, fort heureusement, ils sont italiens, parce que la recherche en Italie est très poussée dans le domaine du Moyen-Âge. Bien, donc, ce personnage, je vous propose de le découvrir. Alors, avant toute chose, vous savez, dans tous les cours universitaires, on a l'habitude de donner des bibliographies. Alors, je n'en donnerai pas, mais je vais quand même vous montrer les gens qui vont m'accompagner dans cette démarche cet après-midi. Je demande une première diapositive. Voilà. À tous ces, vous entendrez parler au détour de mon propos, de Martin Aurèle. Alors Martin Aurèle, c'est la référence absolue actuellement en matière d'histoire médiévale. De Thierry Pécou. Alors Thierry Pécou est un excellent professeur d'histoire médiévale. Nous l'avons connu à Aix et maintenant il est à Saint-Étienne. C'est le grand spécialiste de Raymond Béranger. Et puis alors arrivent tous ces spécialistes, Maria Cristina Varano. Bon, elle est devenue maître de conférence à Rouen, mais c'est la spécialiste du comté de Forcalquier. C'est une Italienne qui est venue finir ses études en France et qui s'est consacrée à notre région. Gilda Caïti-Russo, spécialiste de l'histoire, elle aussi d'origine italienne. Puis Gérard Gouiran, alors, que je salue, puisque j'ai travaillé sous ses ordres lorsque il était président du jury de CAPES et j'étais moi-même examinateur. La grande dame de la culture médiévale, c'est Angelica Rieger. Alors c'est la spécialiste, entre guillemets, mondiale des troubadours, des femmes troubadours. Puis Marie-Pierre Estienne, que tout le monde connaît ici, puisqu'elle a quand même produit un livre qui fait encore autorité sur les châteaux du 5e, du 05 et sur les territoires des baronnies. Puis deux maîtres, alors Martin de Riquer. Alors Martin de Riquer, je montre le livre. Ça reste la Bible de toute recherche. Hein, les troubadours, Los Troubadoras, le livre est en espagnol, mais nous avons là une anthologie absolument remarquable. Il y a plus de 150 troubadours qui sont cités avec le texte original et des annotations remarquables. Et enfin, j'évoquerai Margaret Sweeten, aujourd'hui décédée elle aussi, qui est une très grande musicologue qui a travaillé avec Gérard Levaux. Voilà. Donc je ne vais pas vous accabler, mais il faut quand même dire aux gens avec qui on travaille et comment on travaille. Je voudrais voir une deuxième diapositive.
Les spécialistes d'Alberté, je vous ai dit, sont italiens essentiellement. Alors, je tire évidemment mon chapeau à la professeure Francesca Sanguinetti, qui a soutenu une thèse à Naples en 2010 et dont on a tiré un livre qui est toujours en italien et que vous apercevez sur l'image, Il Trovatore Alberté. Et puis, je rappelle évidemment Jean Boutière, qui a été longtemps notre référence, mais ses œuvres, son travail, toujours sérieux, a un peu vieilli. Il avait été publié en 1937. Et enfin, un jeune chercheur qui a soutenu une thèse sur la lyrique troubadouresque à Gênes assez récemment, et en 2015, et qui a consacré un chapitre entier à Alberté. Ça s'appelle le cas Alberté. Donc voilà, notre troubadour intéresse beaucoup de gens. Nous allons suivre un plan, comme dans toute chose, et nous allons commencer par sa vie. Je peux avoir une... Voilà. Je viens de traiter donc Alberté dans la mémoire, et nous allons commencer par sa vie. Alors, j'ai laissé le nom en languedoc, en occitan, c'est une vida. Qu'est-ce que c'est qu'une vida? C'est un court écrit en langue du temps, qui raconte ou qui donne quelques éléments d'information sur ce qu'il a été. Il est né, il a vécu, il est mort. Voilà. En gros, on trouve ce genre d'informations, et c'est relativement fiable. Après quoi, nous verrons Alberté nomade, Alberté et ses confrères, Alberté en images. Donc, je reprendrai tout ça au cours de mon propos. Nous allons regarder d'abord ce personnage, et d'abord fixer son nom une bonne fois pour toutes. Une diapositive, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on le trouve dans divers manuscrits. Il y a une quinzaine de manuscrits qui qui ont conservé des textes et des traces d'Alberté de Sisteron, ou Alberté de Capensé. Alors, vous voyez Alberté dans le chansonnier E, Alberté de Capensé, au passage, vous voyez la petite apostrophe, qui est une abréviation. On n'a pas attendu les smartphones pour faire des abréviations. On faisait ça aussi au Moyen-Âge sur les manuscrits. Ça permettait de gagner de la place, d'ailleurs. Puis, donc là, il est appelé Alberté de Capensé. Alberté de Sestaro dans un autre manuscrit. Alberté, encore Alberté. Et puis, enfin, le dernier, le chansonnier T, qui a été copié en Vénétie. Alors, c'est le plus récent et c'est le plus fautif. Albert de Terrasco. Ce qui laisse entendre que le scribe ne devait pas trop savoir ce que c'était que Sisteron, Tarascon ou autre. Il a écrit Terrasco. Donc, nous avons un personnage qui s'appelle Albert, que tout le monde qui a été baptisé Albert, qui est devenu Alberté pour la plupart des gens de son époque et dans les manuscrits. Et puis après, on hésitera entre Capensé ou Sisteron, et nous allons voir pourquoi. Je vous demande une nouvelle diapositive. Voici. Alors voilà, je vous ai parlé d'une vida. Voilà la vida d'Alberté dans le chansonnier I, qui est un de ceux qu'on prend toujours pour référence. Alberté, Sifo de Capensès, fils d'un joglar qui a nom Nazar, et suivent 4 ou 5 noms, je vais les reprendre en détail, 4 ou 5 lignes qui nous donnent ces fameuses indications sur sa vie. Deuxième vida, en voilà une autre dans un autre chansonnier. Alberté Sifo de Capensès, fils d'un joglar. Alors on n'écrit pas fils de la même façon, on n'écrit pas Nazar de la même façon. Bref, il y a toujours des petites variantes qui font que quelquefois on hésite. Bref, en comparant les deux, on arrive à faire un texte qui tient la route et qui nous explique qui est réellement ce personnage. Nous allons comparer les deux avec la nouvelle diapositive. Voilà. Alors,
je ne vais pas vous accabler de langue ancienne, je vais vous la lire et je vais vous la traduire et vous donner quelques indications pour voir ce qu'on peut en tirer. Alberté si faux de Gapenses. Eh bien, il naquit dans le Gapensé. On emploie le verbe être, mais peu importe. Hein, on doit le traduire, nous, par naquit dans le Gapensé. Alors, la localisation est relativement imprécise. C'est la région de Gap. Mais la région de Gap, à cette époque-là, elle va, en gros, de Gap, de Chorges, jusqu'à Rozan. C'est le territoire, là, c'est le Gapensé. Alors, on dira une bonne partie du département des Hautes-Alpes actuelles. Territoire assez étendu, qui avait un statut de comté, et comme dans les manuscrits, on a l'habitude de localiser, de mettre un nom de localité à un personnage, eh bien, un des manuscrits dit « il est de Gapensé ». Vraisemblablement, le scribe ne sait pas que Gapensé, c'est un territoire et non pas une ville. Fils d'un joglar qui a nom Nazar. Il est fils d'un jongleur nommé Hazar. Alors, Hazar est un personnage suffisamment célèbre puisqu'on a d'abord gardé son nom, et puis c'est peut-être le Hazar dont on parle dans un autre chansonnier, chansonnier F, peu importe, et auquel on attribue 3 strophes. On aurait gardé donc 3 strophes en tout et pour tout du papa d'Alberté. Et pour parler donc simplement, on dira que Alberté, c'est un enfant de la balle. Mais on ne sait rien sur sa mère. Qui lui a donné le jour? On ne sait pas et on ne saura probablement jamais. Fils d'un joglar qui a nom Nazar et qui font bon troubaire. Ah, et qui fut bon troubadour. Troubaire et troubadour, c'est le même mot. Un est au cas sujet, l'autre est au cas régime. Peu importe. Passons. Ça, c'est très intéressant parce que ça nous montre, et ça montre beaucoup de gens, qu'on fait une différence au Moyen-Âge, et il faut continuer à la faire, entre un jongleur et un troubadour. Pour simplifier les choses, on dira que le jongleur, globalement, c'est un interprète, c'est quelqu'un qui chante les œuvres des autres, et le troubadour, c'est celui qui a les capacités de trobar, c'est-à-dire de créer, de composer, c'est le poète lui-même. Hazar, donc, exerçait la profession de jongleur, mais avait sans doute aussi un certain talent pour être, à ses heures, troubadour. Voilà, bien différent. Et il était troubadour et fets bonas canzonetas. Ben, il fit de bonnes petites chansons. Il y a un côté un peu affectif dans ce diminutif. Alberté, si fets assats des chansons, que hagen bon son et mos de pauca valenza. Alors ça, c'est aussi intéressant. Alberté, il fit beaucoup de chansons qui avaient une bonne son, une bonne mélodie, mais mot de pauca valenza, des paroles de peu de valeur. Là encore, une distinction qui n'intervient pas souvent dans les vidas des autres troubadours. D'un côté la musique, de l'autre les paroles. Nous verrons tout à l'heure pourquoi on aura pu dire ce genre de choses à propos des paroles. L'œuvre a donc un certain volume, il fit beaucoup de chansons, mais on n'en a gardé que 15. Donc c'est toujours la même chose avec les troubadours, ils ont composé pendant un grand nombre d'années, mais on n'a gardé que certaines œuvres. Alors pourquoi? Eh bien ça c'est une question de choix, et c'est extrêmement difficile à résoudre et à expliquer. Ben fo Grasitz près et loin, per los bons sons qu'il faisait. Eh bien, Grasitz, il était bien apprécié. Il était en grâce. Hein? Près et loin, donc aussi bien ici qu'ailleurs, pour les bonnes mélodies qu'il faisait. Et ben fo bon jonglar en cours. Et il était très bon jongleur en cours. Donc voilà quelqu'un qui exerce la profession de jongleur, donc de chanteur. Il chante les œuvres des autres et puis il compose les siennes.
et placentière des soldats entre la gente, et il était agréable en société parmi les gens. Donc, voilà un personnage qui est bien agréable à fréquenter, qui a connu un grand succès, et ça explique la fin de sa vie. Et estet longtemps en Orenga et en Rix. Et il resta longtemps à Orange, et il devint riche. Dans la version AA, on a 20 Rix d'Aver. Il devient riche en possession, en bien, riche de bien. Alors on aimerait bien savoir ce qu'il y avait derrière ce mot, mais on ne le sait pas. Alors, c'est très intéressant, il resta longtemps à Orange. Alors ce fait n'est vérifié par aucun document. Il faut toujours bien faire la différence entre le rêve et la réalité, entre ce qui est annoncé en une seule phrase et puis ce qu'on a pu documenter par derrière. Donc là, rien ne vérifie, aucun document ne vérifie la présence d'Alberté à Orange. Cependant, Orange ne doit pas nous surprendre, c'est une ville importante, c'est une cour où l'on a le goût pour la poésie, on a le goût pour les jeux de l'esprit. Il y a quand même 2 seigneurs d'Orange, Rimbaud puis son arrière-petit-fils Rimbaud IV, qui sont troubadours eux-mêmes. Sans oublier le dernier prince d'Orange, Guillaume des Baux, qui est un mécène exceptionnel pour les troubadours. Donc, qu'il soit allé à Orange, pas de problème. Et on doit dire que la professeure Francesca Sanguinetti, dont j'ai parlé tout à l'heure, a fait un magnifique travail, quelque chose d'extrêmement précis, d'extrêmement minutieux, et a pu établir que, finalement, il avait certainement séjourné à cette époque, au début de sa carrière, et c'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'il est allé à Orange. Mais il n'est pas resté en place. Il devint riche, ça n'a rien pour nous surprendre, parce que lorsqu'on devient troubadour, eh bien c'est parce qu'on veut gagner sa vie. Hein? Alors ne nous trompons pas, des troubadours, il y en a de différentes catégories. On a 5 rois troubadours. Hein? Le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, c'est quand même pas rien. On a le roi du Portugal, on a le roi d'Aragon, on a le roi de Sicile, on a un roi qui sont troubadours. C'est-à-dire qu'ils sont poètes à leurs heures peut-être, mais ils sont poètes, ils ont un véritable talent. Et puis il y a des seigneurs qui s'adonnent également à la poésie, et puis il y a tous ceux qui ont du talent et qui vont essayer d'en tirer profit. On dira que devenir jongleur et troubadour, c'était, comme diraient les sociologues aujourd'hui, faire marcher l'ascenseur social. On commence pauvre, on n'a pas de gros moyens dans la vie, mais si on a du talent, eh bien on réussit. Heureuse époque. Et Alberté, donc, a suivi ce cursus, comme l'ont fait beaucoup de troubadours. Sa carrière s'échelonne sur 28 années documentées. C'est-à-dire 1194-1221, entre ces 2 dates, on sait ce qu'il a fait. Avant, on ne sait pas la date exacte de sa naissance. Après, on ne sait pas non plus, on ne sait pas la date exacte de sa mort. Alors quand vous verrez, si vous cliquez sur un site sur Internet, vous verrez né en 1194, mort en 1221. C'est faux. Ça, ce sont les 2 dates qui ont été établies par la communauté scientifique et qui montrent la durée de sa carrière. Et rien d'autre. Et puis, se n'en assisteront estar et l'ai définet. Alors dans l'un, il y a estar, version i, dans l'autre, le verbe estar n'y est pas. On peut guère être plus expéditif, puis il alla s'installer à Sisteron, ou il alla à Sisteron, et là il mourut. Avec ça, on est bien servi. Il faut maintenant, qu'on a situé, on a lu cette vida, il faut insister un petit peu sur le nom de Sisteron. Alors, il y a 3 chansonniers qui nous racontent la vida telle que je vous l'ai présentée. Le manuscrit K ressemble comme 2 gouttes d'eau au manuscrit I.
On a même dit qu'ils étaient jumeaux. Donc vous avez le A et le I. Alors, s'il est venu, comme dit le manuscrit, estar à Sisteron, il est venu résider, il est venu rester. Le verbe estar, difficile à traduire, résider, habiter, s'installer. Dans l'autre, on pourrait penser qu'il n'a fait que passer, il est arrivé, puis il manque de peau, il est mort. C'est quelque chose qui peut être vu comme ça. Alors, cette localisation est intéressante, mais elle permet de formuler quelques hypothèses. Alors, personne ne met en doute le fait qu'il est né dans le Gapensé, ni qu'il est mort à Sisteron. Mais pourquoi est-il venu à Sisteron? Alors, là aussi, on avance très précautionneusement, on formule des hypothèses, et il est permis de penser que la situation politique peut apporter des éclairages sur le choix de la ville de Sisteron. En effet, il est né dans le Gapensé. Il a dû naître dans la décennie 1170-1180. Et il y revient après 1221. La situation a terriblement changé entre ces deux dates. Une diapositive va vous permettre de comprendre. Si vous voulez bien, voilà. Le Gapensé, en 1170 ou en 1180, lorsque Alberté naît, fait partie du comté de Forcalquier. C'est la masse grise qui est au milieu. Mais les choses ne se passent pas très facilement entre le comte de Forcalquier et, d'un côté, le comte de Provence et le marquis de Provence, qui était le comte de Toulouse. Les deux comtes voulaient bien tordre le cou au seigneur de Forcalquier. Bon, ça ne s'est pas fait, et puis est arrivé à la tête du comté de Forcalquier un personnage assez particulier, forte tête, il s'appelle Guillaume IV. Il entre en conflit régulièrement, mais il se trouve avec ses voisins et il se trouve en porte-à-faux avec le comte de Provence. Le comte de Provence, à ce moment-là, c'est le roi d'Aragon, c'est le roi d'Aragon, oui, Alphonse Ier, et il est obligé de se soumettre à une sorte de diktat du comte de Provence, et qui lui dit, voilà, il n'y a pas de descendant mâle, donc tu vas marier ta petite fille Gersande, à l'héritier d'Aragon. Il est obligé d'accepter, on est en 1193, on est à Aix, et voilà le comte de Forcalquier qui dit, je vais donner à Gersande, à ma mort, je vais donner le comté de Forcalquier. Et Gersande épouse donc Alphonse, et de ce couple naîtra le dernier grand comte de Provence, Raymond Bérenger. Puis il se ravise. Il dit, c'est bien beau cette histoire-là, moi j'ai l'usufruit de mon comté, mais bon, je ne veux plus de ça. Donc il dit, il a une deuxième petite fille qui s'appelle Béatrice, et il dit, je vais lui donner la moitié du comté de Forcalquier. Donc il revient sur le traité qu'il a signé avec Alphonse, et il marie Béatrice au dauphin de Viennois. Résultat, et il lui dit, je donne la partie nord de mon comté, donc le Gapensé et l'Embruné, je le donne à Béatrice. Alors ça va enclencher des conflits, il va y avoir une guerre, et entre le comte de Provence et lui, on cherche à faire respecter, et en 1202, c'est le roi d'Aragon lui-même qui vient mettre de l'ordre et qui décide que le sud du comté, la terre de Sisteron et qui descend jusqu'à Manosque, sera propriété du comte de Provence, que le reste sera sous
l'autorité du Viennois à condition que l'on prête le serment féodal. Enfin, on est en plein dans les difficultés de l'époque. Il accepte bon gré mal gré et il essaiera de se défendre, puis il aura la fâcheuse idée de mourir en 1209, et le comte de Provence aussi d'ailleurs. Mais il y a une sorte de frontière qui s'est établie à Sisteron, en gros, un peu au-dessus de Sisteron. Et Sisteron reste la ville clé du nord des possessions du comte de Provence. On va se battre encore pendant longtemps, il faudra attendre une nouvelle sentence arbitrale en 1220 pour que finalement le sud du comté soit définitivement attribué au comte de Provence. Donc c'est extrêmement compliqué. Mais 1220, c'est au moment où Alberté va bientôt revenir. Donc le nord, le Gapençais, ne fait plus partie du comté de Provence. Il est tombé dans l'escarcelle du Viennois. Le Viennois veut faire des histoires au comte de Provence. Il y a des luttes, il y a des rivalités. Le Viennois a une fille qu'il va marier, eh bien, avec Amaury de Montfort. Alors c'est pas rien, Amaury de Montfort, c'est le fils du chef de la croisade des Albigeois. Lui-même a combattu contre les Albigeois. C'est le camp français, au nid des comtes de Provence. Donc, on peut penser qu'Alberté, qui lui, dans une des chansons dont je vais vous parler, avait pris délibérément parti, fait et cause pour les gens du Sud, les gens du comté de Provence, et qui ne voulaient pas entendre parler des terres des deux rois, n'avait pas forcément envie d'aller dans un territoire qui frayait avec Amaury de Montfort, représentant absolu de la monarchie française. Ceci est une hypothèse. La deuxième chose, c'est que lorsque Sisteron sera définitivement attribué au comte de Provence, jamais plus disputé, eh bien, la ville deviendra un lieu de résidence favori, préféré des comtes de Provence. Ils seront souvent, Raymond Béranger séjournera très souvent à Sisteron. Or, Raymond Béranger et son épouse Béatrice de Savoie sont les derniers grands seigneurs mécènes des troubadours. Alors, il est tout à fait possible que le choix d'Alberté n'ait pas été étranger à cette possibilité de bénéficier de la manne comtale et en même temps d'être près de son pays d'origine. On ne sait pas s'il avait gardé des attaches, hein, mais Sisteron, c'était quand même un endroit intéressant pour venir y finir ses jours. Alberté, donc, est venu mourir à Sisteron. Si on étudie la Vida, on pourrait penser qu'il n'a pas bougé, il n'a pas beaucoup bougé. Or, on vous dit, il est né dans le Gapençais, il est allé à Orange et il est venu mourir à Sisteron. Alors, grossière erreur, Alberté avait la bougeotte, comme beaucoup de troubadours de l'époque. Et on a pas mal de textes, et le personnage s'est beaucoup déplacé. Alors là encore, les chercheurs, et notamment la professeure Sanguinetti, a retracé avec minutie toutes les possibilités de déplacement. Alors je les ai résumées sur une carte que nous allons voir maintenant. Non, après. Voilà. Il avait la bougeotte. Et là, j'ai marqué à peu près les itinéraires connus et identifiés d'Alberté. Alors, il est né dans le Gapençais. Il est descendu, vous avez sur la carte Parc national des Écrins, bon, un peu en dessous, il est descendu jusqu'à Orange, au-dessus d'Avignon. On le retrouve à la cour d'un prince, d'un seigneur mécène et troubadour lui-même, c'est Dauphin d'Auvergne, à Montferrand. Là, on sait qu'il a rencontré Gaussen-Fédite, un autre troubadour avec lequel il a échangé des propos. Puis,
la question reste posée, on n'a aucune preuve. Il est peut-être allé jusqu'en Catalogne, c'est-à-dire chez le roi d'Aragon, qu'il célèbre dans une de ses chansons. Auquel cas, ce serait l'itinéraire noir. Et il a pu aussi rencontrer le roi d'Aragon en Provence, puisque le roi d'Aragon n'était autre que le frère du comte de Provence, Alphonse, du temps de la jeunesse d'Alberté. Il a pu aussi le voir. Ensuite, on le retrouve, alors les flèches rouges, on démarre du côté de Chambéry, à la cour de Savoie. Là, il rencontre Thomas Ier et sa femme Béatrice, qu'il appelle la gaille comtesse, la comtesse joyeuse, gaie. Puis, il part en Italie. Alors, il ne met pas la mode à ça. Depuis, en gros, 1190, les troubadours vont tous faire un tour en Italie, parce que les seigneurs italiens sont des gens qui sont en train de prendre du poids sur l'échiquier européen et qui ont des cours luxueuses et lettrées et très portées sur les arts. Donc, on le trouve chez Montferrat, chez les Montferrat, j'ai mis un peu au sud de Turin. Alors, les Montferrat, c'est pas rien. Ils sont apparentés aux Hohenstaufen. Alors, les Hohenstaufen, c'est la famille de l'empereur, l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Ils vont donner un roi à Jérusalem. Boniface Ier de Montferrat va conduire la 4e croisade. Ce sont des gens qui pèsent lourd sur l'échiquier. Aller dans cette cour, c'est très honorifique, c'est très gratifiant. On le trouve ici aussi à Saluzzo, chez le marquis de Saluzzo. Alors, le marquis de Saluzzo n'est pas complètement inconnu dans le 05, dans les Hautes-Alpes, puisque un de ses descendants, 2 siècles après lui, passe pour avoir fait creuser le fameux tunnel de la Traversette au-dessus de Ristolas. Hein. Bon, donc la famille de Saluzzo est une famille qui a compté également, et et Alberté est passé chez eux. Puis, on va le trouver à Oramalla. Oramalla, c'est au milieu, après Asti, entre Asti et Pavie. C'est la famille des Malaspina. Alors, les Malaspina, c'est là aussi très grande famille seigneuriale, hein, qui a un château magnifique qu'on peut encore visiter, enfin, quand il n'y a pas la pandémie et quand tout n'est pas fermé. C'est un haut lieu de culture. Puis, il part chez la famille d'Este. Alors, les seigneurs d'Este ne sont pas des inconnus non plus dans notre histoire. Hein, ils deviennent seigneurs ils sont du côté de Modène, et ils deviennent seigneurs de Ferrare en 1208. C'est le moment où Alberté est probablement en Italie, déjà. Ferrare deviendra une très grande cité culturelle et princière pendant tout le Moyen-Âge et même la Renaissance. Puis, il part à Ravenne. Alors le voilà sur l'Adriatique, là-bas. C'est quand même pas rien, c'est un sacré voyageur. Ensuite, il revient, alors par où? On ne sait pas, mais il est revenu. Est-il passé par Gênes? Parce qu'il parle d'une Génoise qui lui avait, veuillez m'excuser, mais qui lui avait tapé dans l'œil, qu'il avait trouvé très jolie et qu'il aurait peut-être aimé séduire. Et alors, il peut l'avoir vu à Gênes, mais il peut l'avoir vu à la cour de tel ou tel autre seigneur chez qui il est allé. Et puis, il est rentré, et il est venu à Sisteron. Est-il passé par Aix-en-Provence, par la cour du comte de Provence? Nous ne le savons pas. Tout ceci n'est pas documenté. Mais, si j'ai fait ce schéma sur une carte, c'est pour montrer que le Moyen-Âge n'est pas cette période où on dit que les gens étaient immobiles, que les gens ne bougeaient pas. On est constamment sur les routes au Moyen-Âge, on va de tous les côtés, on a instauré les pèlerinages, on a instauré les foires, il y a les croisades. Il ne faut pas oublier qu'il vit au moment des croisades, hein, et que les grandes croisades sont parties de Venise, hein, essentiellement. Donc il y a de grands brassages de population qui se font à cette époque-là, et les troubadours ont pu suivre, évidemment, ces grandes migrations. Étant entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les grands seigneurs
eh bien, les grands seigneurs italiens sont des gens qui cherchent à peser et qui y parviennent à peser sur la politique de l'Europe, notamment dans le grand empire, Saint-Empire romain germanique. Donc, en conclusion de tout ça, Alberté, eh bien, c'est ce que dit notre professeur. Elle nous dit, ben, Alberté fu un trovatore itinerante, c'est-à-dire, c'est un itinérant, c'est un nomade, porté au nomadisme. C'est ainsi qu'elle le qualifie, et disant, il est toujours en embuscade pour trouver l'opportunité qui lui rapportera, qui lui permettra d'exprimer son art, son talent, et qui lui rapportera évidemment des richesses et qui lui permettront de bien vivre. Donc, le personnage est ainsi un grand baladeur à travers cette Europe méridionale au tournant du XIIe et du XIIIe siècle. Lorsqu'il voyage de cette façon, eh bien, il rencontre des confrères. Il va se lier quelquefois d'amitié avec eux, il y en a d'autres qui l'apprécieront moins, et c'est pour ça que, pour connaître un petit peu la personnalité d'un personnage comme Alberté, il faut faire ce qu'on fait avec beaucoup de troubadours, il faut se référer aux confrères. Ont-ils parlé de lui ? C'est une des pistes que l'on peut exploiter. Eh bien, avec Alberté, nous avons effectivement des confrères qui parlent de lui. Alors le premier, c'est Hugues de Lescure. Hugues de Lescure, c'est un troubadour qui nous dit, qui compose une sorte de Cervantes, c'est-à-dire un chant polémique, sur un sujet, et qui attaque ainsi des mots riches, des mots ricos non temper Vidal. De ces mots riches, je n'ai pas peur de Pierre Vidal, ni d'Alberté, de sa voix si belle, ni de Perdigon, ni de Pégulan. Pégulan, c'est Aymeric de Péguian, ni d'Arnaud Romieux, ni de l'ancien. Bon, bref, il nous cite 7 ou 8 troubadours dans cette chanson et dans ce de Cervantes, mais on trouve en deuxième position, on trouve Alberté. Alberté avec sa belle voix, avec sa voix à bien dire. Donc il avait une certaine réputation, parce que lorsque Hugues de Lescure a dit sa chanson devant un public qui est forcément restreint, parce qu'on est dans les cours seigneuriales, il y a là le seigneur, sa famille, pardon, quelques-uns de ses serviteurs, hein, et si on leur dit Alberté, eh bien, ils savent de qui il s'agit. Donc on est là un personnage qui jouit d'une réelle réputation. Aymeric de Péguillan, qui est cité là-dedans, c'est un ami d'Alberté. Ils ont tous les deux, ils vont composer 2 tançons. Alors la tançon, ou le jeu parti, ou le parti-main, on trouve les 3 mots, c'est un dialogue, c'est un débat poétique, parce que c'est tout en vers, où 2 troubadours s'affrontent sur un sujet qui est donné soit par un des troubadours, soit éventuellement suggéré par la cour devant laquelle le débat a pu se dérouler. Et par deux fois, Alberté tançonne, on a créé le verbe, tançonne avec Aymeric. Il l'appelle Aymeric, l'autre l'appelle Alberté, ami Aymeric, ami Alberté. Donc les 2 hommes, visiblement, s'entendent bien. Comme on connaît aussi les itinéraires d'Aymeric de Péguillan, eh bien, on a pu établir les itinéraires et les promenades d'Alberté. Il y en a un troisième qui peut être invoqué, c'est Pierre de la Mule, qui est un
troubadour qui a servi dans la cour des Malaspines. Alors on a mis longtemps à adopter cette solution, mais les deux troubadours, donc s'entendent bien et vont dialoguer sur savoir comment on peut garder l'amour d'une femme, soit en dépensant tout son argent, soit sans le dépenser. Enfin, toute une dialectique amoureuse qui nous dépasse parfois un peu, mais qui est extrêmement subtile. Donc voilà. Il est attesté, il est connu, il a une sacrée réputation. On comprend qu'on ait pu dire dans sa vie qu'il avait fait des bonnes mélodies, puisqu'on dit qu'il est bon chanteur. Comment connaître plus? Eh bien, alors on a tendance à croire qu'il suffit de regarder des miniatures du XIIe siècle ou du XIIIe siècle. Alors, on a des représentations d'Alberté. Je vais vous les montrer maintenant. Voilà. Alors, on en a quelques-unes. Alors, ces représentations n'ont d'autre valeur que par leur beauté, la finesse du trait, mais il faut bien admettre une bonne fois pour toutes qu'Alberté n'a pas de visage pour nous, et il n'a même pas de corps. On ne sait pas s'il était grand, s'il était petit, s'il était blond, s'il était brun, s'il chantait très haut ou s'il chantait très bas, on ne sait rien. Et ces gravures n'ont pas de valeur réaliste. Il faut savoir que toutes les miniatures ont été faites au moment où on a composé les chansonniers, que ces chansonniers les plus proches ont été composés 60 ou 80 ans après la mort même du personnage. Certaines de ces miniatures ont été peintes 100 ou 150 ans après, et qu'il n'y avait pas de témoins, on n'avait pas de photographie. Hein. Nous avons un moyen d'identifier certains procédés de création, c'est ce qu'on appelle les postilles. Dans les marges des manuscrits, il y a des indications qui ont été écrites à la main, probablement par le commanditaire ou le chef de l'atelier où était copié le manuscrit. Et alors on trouve des notations comme celle-ci: un homme à pied, un homme à cheval. Pour la comtesse de Die, dont j'aurai peut-être le plaisir de parler l'année prochaine dans le cours à l'UIA, la comtesse de Die, on a un endroit, une femme qui chante. Mais cette femme ne ressemble pas à la comtesse de Die. Et ici, bien, les trois dessins que vous avez ici, les trois miniatures que vous avez, représentent un personnage en train de chanter, de présenter ses textes, de présenter ses chansons, de dire quelque chose. Mais il est dans l'exercice de ses fonctions, mais ça n'a absolument rien de réaliste. Je vais vous présenter les deux autres manuscrits. Alors ça, c'est plus étonnant. Nous avons dans un manuscrit, c'est le A, à gauche, « Chanson que fit Alberté de Cestaron », la suite est ailleurs. Alors ça, c'est très étonnant. Nous avons un Alberté monté sur un cheval avec un riche manteau. C'est un bel équipage. Bon, on ne voit pas de tête parce que le document est altéré, il est définitivement perdu. C'est très intéressant, mais peut-être est-ce là une illustration de la dernière phrase de la Vida, il devint riche. De l'avant-dernière phrase de la Vida, il devint riche. Parce que là, nous avons un riche personnage avec un beau manteau bleu, hein, probablement bordé de fourrure. Hein. C'est un riche seigneur, mais ça n'a rien de réaliste. Et j'ai gardé pour la fin le meilleur, parce que nous avons une représentation d'un jongleur, parce que toute représentation avec un instrument de musique, c'est du moins ce que nous a expliqué Jean-Baptiste Camps, qui est aujourd'hui chercheur émérite à
à l'école des Chartes, il dit « Chaque fois que nous avons un instrument de musique, et ils sont assez rares, c'est un jongleur en action. » Alors, la représentation ici d'Alberté se fait avec une citole. Alors c'est un instrument, on appelle ça une guiterne dans le Nord, c'est un instrument à cordes pincées et avec un manche particulier qui comporte des frettes. Vous savez, ce sont ces petites barrettes métalliques qui sont en travers. Voilà. C'est un instrument rarement représenté, et le document d'Alberté, fait figure d'exemple. C'est pour ça que très souvent, lorsqu'on vous montre un troubadour en France, ce n'est pas vrai au Portugal, ce n'est pas vrai en Allemagne. En France, on vous montre ce personnage-là, sans vous dire d'ailleurs que c'est Alberté. On vous montre un instrument de musique. Donc, virtuose et musicien. Ça nous donne des idées, mais davantage sur la vision que l'on pouvait avoir de lui 100 ans ou 150 ans après sa mort, que de ce qu'il était réellement. Alors c'est le plaisir des yeux, mais il faut être toujours extrêmement prudent pour interpréter ces miniatures. Alors le fait qu'il est souvent peint en bleu ne veut pas dire qu'il s'habillait de bleu, mais peut-être très vraisemblablement, alors là on lit le texte de Michel Pastoureau, le bleu est une couleur qui prend une valeur particulière à partir du XIIIe siècle, et les manuscrits sont de cette époque-là, et au XIVe siècle, et il prend une ampleur, il montre la richesse, il montre ça devient une couleur noble. Alors on a anobli Alberté, mais n'allez pas croire qu'il était toujours vêtu de bleu. Voilà donc un peu la personnalité du personnage. Et pour bien le connaître, il faut aller faire un petit tour dans son œuvre. Je vous invite maintenant à entrer dans son œuvre. Alors, pas question d'étudier toutes ses œuvres, toutes ses pièces. Il y en a 22, ça nous prendrait une année universitaire, sinon 2, et ce n'est pas le but. Mais quand même, il faut jeter un coup d'œil. Parce que c'est bien beau de dire les troubadours, les troubadours, les troubadours. Les troubadours, ce sont des poètes, ce sont des gens qui ont un véritable travail sur les textes, un véritable travail de création. Hein? On ne se prend pas la tête, ou on ne se tape pas sur le cœur, frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie, disait le poète, mais au XIXe siècle. Hein? On a un personnage qui, comme ses confrères, travaille ses textes. Alors, je vais vous montrer rapidement comment il travaillait sur les rimes. Alors les rimes, ça dit toujours quelque chose aux gens. Alors la chanson numéro 1 est construite sur 4 rimes. C'est-à-dire que tous les mots qui sont à la rime se terminent par A en on, en uns, en hier et en als. Et elles sont disposées d'une certaine façon. La première strophe, alors nous avons des neuvains. Alors c'est pas simple le neuvain, c'est la strophe de 9 vers, on l'a critiqué. Alors les classiques, 3 siècles plus tard ou 4 siècles plus tard, vont le critiquer, vont dire c'est pas beau le neuvain, c'est déséquilibré. Mais ça c'est tout le délire classique, et même le délire romantique. On reviendra au neuvain chez les romantiques. Et chez les Théophile Gautier et compagnie. Mais là, on a des neuvains. Alors, une strophe de 9 vers, il faut des combinaisons de rimes. Première strophe. A, le premier vers se termine par on, le deuxième et le troisième par ins, le quatrième et le cinquième par A. Donc on a les rimes A, B, B, A, C, C, D, D. Bien, on a bien 4 rimes. Et nous avons ce qu'on appelle des rimes capcaudadas. On laisse le mot en occitan, parce que ça veut dire la tête et la queue. Cap, la tête, queue, caudale. Bon, parce que la dernière rime de la première strophe se retrouve nécessairement au premier vers de la deuxième strophe.
Et on repart après sur le même schéma. D, C, C, D, D, A, B, B. B, hop, et on reprend sur le troisième. Donc il y a un système de composition, de vers, de renvoi, qui est lié indiscutablement à la recherche musicale. Ce devait être un très bon musicien, on le dit, il a fait des bonnes mélodies, c'est quelqu'un qui travaillait ses mots, qui travaillait son poème. Alors je vous fais grâce des accents, je vous fais grâce des mots, mais voyez déjà dans le travail, dans l'agencement des rimes, tout le travail que le poète a pu faire. Les 4 derniers vers, on appelle ça des tornades, c'est-à-dire des envois. Et là, on reprend encore des rimes qui reprennent la dernière strophe. Je vais vous montrer 2 autres exemples pour ne pas vous accabler, mais pour vous montrer ce travail. On peut passer à la suite. Alors, la chanson 9 est également dans le même système des capcaudadas. Vous voyez A, B, B, A, C, D, D. Et on reprend D, B, 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 C. Et là, on va plus loin. Il a mis 6 strophes. Et vous voyez que le schéma des 3 premières strophes se retrouve dans le schéma des 3 strophes suivantes. Et vous regardez, la première strophe commence par A et finit par D. La 4e commence par A et finit par D. La deuxième strophe D, C. Et la 5e, D, C. La 3e, C, A. La dernière, C, A. Donc, là encore, un travail. Ce n'est pas laissé au hasard, ce n'est pas l'inspiration, ce n'est pas le trobar leu, parce qu'il y a 3 variétés de trobar, hein, il faut les préciser. Il y a le trobar leu, le trobar ric et le trobar clus. Le trobar leu, c'est-à-dire le trobar courant, la composition courante. Alors, ce sont souvent des rimes plates, A, B, B, C, C, D, D. Bon. Le trobar rix, qui est une recherche qui est illustrée très souvent chez les troubadours, les troubadours de bonne facture. Et puis, c'est dire le trobar riche, hein, recherché. Et puis le trobar clus, alors ça c'est hermétisme. Clus, c'est fermé, hein. La cluse, c'est l'endroit où c'est fermé. La clue, c'est l'endroit où on ferme. Bon, le trobar clus, alors il est beaucoup plus rare. Le champion de toute catégorie, c'était Rimbaud d'Orange. Hein. Il n'a pas été suivi par beaucoup de troubadours, surtout dans la 2e génération à laquelle appartient Alberté. Mais nous trouvons du trobar leu et du trobar riche, du trobar courant et du trobar riche chez nous. Chanson numéro 6. Alors là, ça paraît beaucoup plus simple. Nous avons toutes les strophes. Il y en a 6, elles ont exactement le même schéma de rime. A, B, B, A, B, B, C, B, C. La 2e, même chose. Donc, chaque fois que vous voyez A, c'est la même terminaison. Chaque fois que vous voyez B, c'est la même terminaison. Vous dites, c'est bien, bon, c'est quand même... Oui, mais, j'ai marqué au milieu, j'ai écrit strophe cap finidas, tête fin. A, subtilité du troubadour. Il y a nécessairement un mot du dernier vers d'une strophe qui se retrouve dans le premier vers de la suivante. On n'est pas au niveau de la rime, mais on est au niveau du sens. C'est-à-dire qu'il y a un mot qui se reproduit entre le dernier vers de la première strophe et le premier vers de la 2e. Entre le dernier vers de la 2e et le premier vers, c'est le même mot qui est employé. Voilà, je n'irai pas plus loin de ce point de vue, ça serait probablement très rébarbatif. Il est évident que les études littéraires permettent de rentrer et de s'amuser follement avec ce genre de choses, notamment en étudiant les accents, les rimes internes. Il y a des mots qui riment entre eux à l'intérieur des vers. Ça nous entraînerait beaucoup plus loin. C'est un travail sérieux, mais c'est aussi un devoir de travailler ainsi. Parce que pour le troubadour, il y a une chose fondamentale. Le troubadour chante l'amour. Et
pour bien aimer, il doit bien composer. C'est ce qu'il nous dit dans une de ses chansons. Pos en ben amar mesmer, afar mer, gaia chanson, o abiai sun. Puisque je m'efforce de bien aimer, je dois faire une chanson gaie avec une mélodie gaie. C'est-à-dire que le fond commande la forme. Donc je dois travailler mon harmonie, mes mélodies, mes accents, mes rimes, mes sonorités. C'est ça l'art des troubadours. Je n'y vais pas plus loin sur cette partie très technique et et quand même très révélatrice de ce qu'ils sont. Je vais aborder rapidement maintenant quelques thèmes, si on veut bien me passer la nouvelle diapositive. Alors, les troubadours, c'est l'amour. Alors on dit c'est eux qui ont inventé l'amour, c'est vrai, bon, jusqu'à plus ample informé, tout a commencé avec Guillaume IX à l'extrême fin du XIe siècle et au début du XIIe, et pendant 100 ans, on va chanter l'amour. Et si on regarde l'histoire de l'Europe, évidemment, ça va durer beaucoup plus longtemps, parce que les troubadours du Nord du Sud vont influencer les trouvères du Nord, lesquels trouvères vont influencer les Minnesänger des bords du Rhin, et puis les aléas politiques vont faire que pas mal de troubadours vont passer en Espagne, vont influencer, et nous aurons, jusqu'au milieu du XIVe, nous aurons une très belle production chez les troubadours gallégo-portugais, c'est absolument magnifique, mais pour le moment, nous en sommes là. Donc on chante l'amour. Alors cet amour, quel est-il? Eh bien, cet amour, il a un côté adolescent. Ça, c'est Michel Zinc. Alors, Michel Zinc, vous savez, c'est prestigieux, professeur émérite au Collège de France, grand médiéviste. Il a défini, et c'est très juste, il nous dit, c'est un amour toujours adolescent, toujours destiné à hardi. On se lance dans des grandes chevauchées, mais on est craintif. Hein. On déborde d'une imagination torride et on est toujours prêt à s'arrêter là où l'ébène se mêle aux roses, au bord de l'acte sexuel lui-même, ou du moins pour le couvrir d'une gaze. Donc, les troubadours sont très hardis. Hein. Alors, chez Alberté, on trouve ce genre de choses. Dame, si vous m'aimez volontiers, je vous aimerai. Et si mon amour ne vous convient pas, ne croyez pas que cela me tuerait. Il y a un esprit un peu cavalier dans l'affaire, mais si vous m'aimez, c'est-à-dire si vous m'accordez quelque chose, eh bien, je vous aimerai. On a quelque chose de très sensible là-dessus. On peut multiplier les exemples, hein, mais c'est un topique. Je vous aime, tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimeras, etc., etc. Ce qui est plus intéressant, c'est que le troubadour est souvent, je vous ai dit ça au début, est souvent dans une position d'infériorité. Il y a certes les grands seigneurs, hein. Bon, Guillaume de Poitiers, le premier, je vous ai dit Richard Cœur de Lion, bon, ça c'est à part. Mais le troubadour est souvent de modeste extraction. Modeste extraction. On pourrait multiplier les exemples. Folquet de Marseille est fils d'un marchand, l'autre est fils tel autre est fils d'un pauvre chevalier, tel autre est fils d'un marchand d'Exideuil. Bon. Tous ces gens-là sont souvent issus de rangs sociaux inférieurs. Alors, ils n'ont pas accès forcément à l'amour de certaines dames. Et tout au long de leur carrière, tous les troubadours vont essayer de valoriser une certaine forme de noblesse. Et notre ami, qui est autre chose que la noblesse de naissance, il voudrait bien que l'on reconnût la noblesse du cœur, la noblesse du sentiment, la noblesse de l'élan. Ne regardez pas trop votre rang,
bien que vous soyez belle et noble. Il peut être fort bon d'aimer celui qui n'est pas de rang très élevé. Le lignage n'exclut pas la galanterie. Il faut choisir le meilleur en droit d'amour. Et je suis celui qui saura célébrer votre rang et votre courtoisie. C'est Alberté qui nous dit ça. Très belle chanson. Ne regardez pas trop votre rang. Il y a une tentative de modification des réalités qui sont figées. Les garçons et les filles n'ont pas le choix de se marier, on les marie. On dit souvent, c'est les filles, on marie les filles, on marie les filles. On ne demande pas l'avis aux garçons. Dois-je rappeler l'histoire de ce jeune roi qui est marié alors qu'il est au berceau et qu'il a à peine 6 mois. On ne lui a pas demandé son avis. Bon, c'est une chose qu'il faut voir. Alors, si vous voulez aimer, si vous voulez laisser la place au sentiment amoureux, eh bien, au vrai sentiment amoureux, ne regardez pas constamment votre rang social. Et ça, c'est un thème qui court assez fréquemment dans les chansons, et Alberté est un personnage qui développe ces thèmes-là. Le troisième point que l'on va aborder, évidemment, c'est l'érotisme. Alors, qui n'a pas parlé de l'érotisme? Jadis, enfin, oui, c'est déjà jadis, parce que ça fait 60aine d'années, René Nelly était devenu le spécialiste de l'érotique des troubadours. Bon, eh bien oui, il y a un désir. Alors, Georges Duby, alors référence gardée, Georges Duby, c'est la référence absolue pour nous en histoire, mais a montré combien beaucoup d'hommes étaient malheureux parce qu'il n'y avait pas des femmes pour tout le monde. Aujourd'hui, les femmes sont majoritaires, mais ça n'a pas été le cas à une certaine époque. Et donc il y a un désir amoureux ardent, et les troubadours n'échappent pas à cette quête. Alors, l'érotisme, on le trouve. Et puisque vous aimez être si loin de moi, il est tombé amoureux d'une dame, et cette dame le tient quand même à distance. Alors, puisque vous aimez être si loin de moi, comme si j'étais d'Édesse ou d'Espagne, Édesse, ville du Moyen-Orient, bien je prierai Dieu qu'il vous immobilise avec la goutte. Donc, voilà. C'est-à-dire, au moins, je pourrais m'approcher de vous et je pourrais, bon, Dieu sait quoi, faire. Plus explicite, une autre chanson. Et si Dieu veut me détourner d'un tel bien, qu'au moins je reçoive un doux baiser par droit d'amour, on réclame le droit d'amour. Puisque vous m'acceptez comme amoureux officiel, comme amant officiel, comme si vous me donnez l'autorisation de chanter vos louanges, votre beauté, vos beaux yeux, vos cheveux, votre corps, tout ce que vous pouvez imaginer, eh bien, accordez-moi au moins quelque chose, accordez-moi un baiser, la récompense par droit d'amour. Et puis, on trouvera évidemment chez Alberté, comment dire, la situation souvent évoquée chez les troubadours. Il était peut-être dépité ou il avait voulu changer de conduite. Et il nous dit « Je ne veux pas qu'aucune d'entre elles me tienne couché avec elle sous la couverture. » On retrouve ça, ce thème-là, sous la couverture, nu sous la couverture, on trouve ça dans diverses chansons des troubadours. Donc, il n'y a pas de risque, il y a bien eu une érotique des troubadours, et il y a bien eu, dans un certain nombre de cas, eh bien, des agissements qui dépassaient l'amour platonique. Enfin, on ne peut pas terminer sans parler de la femme, en général, chez les troubadours, de cette vision. Alors la femme, pendant tout le XIIe siècle, c'est la maîtresse absolue. On l'appelle la domna. La domna, en occitan, c'est le mot qui vient de domina latin, ça veut dire la maîtresse. C'est la donna en italien. Bon. Mais c'est la maîtresse. Donc c'est la maîtresse absolue. C'est l'être auquel on doit se soumettre absolument.
déjà une vision particulière. C'est la dame à qui on va prêter serment. Et là, on retrouve dans la relation amoureuse toute la force des serments du monde féodal. Le serment de secours, le serment d'aide, le serment de consolation. On retrouve tout cela impliqué dans la relation amoureuse. Et cette relation, cette divinisation de la femme, eh bien, entraîne toutes les hyperboles possibles. Alors ça, c'est ce qui rend parfois le texte un peu amusant, je dis bien un peu. En voilà un autre extrait d'Alberté. « Ce ne sont pas les feuilles ni les fleurs qui me font chanter ou qui me rendent heureux, ni le chant des oiseaux, ni les rossignols en mai. Mais, devinez, mais la meilleure de toutes les meilleures, la plus gente de toutes les gentes dames que je connais me fait chanter. La meilleure de toutes les meilleures. » Quand on est étudiant, on est ravi, parce que c'est comme ça qu'on apprend par cœur les comparatifs, les superlatifs. C'est très pratique, les troubadours, pour apprendre la grammaire occitane ancienne. Alors, inutile de dire que la dame qu'on courtise est toujours la plus belle, la plus jeune, la plus généreuse, la mieux éduquée, la plus lettrée, et qu'elle rassemble en elle-même toutes les vertus courtoises que l'on défend. Et lorsque tout ceci se prolonge par le rôle qu'on assigne à la femme dans un certain nombre de situations de société et au moment des rencontres poétiques. Alors, on a des tensons, je vous ai dit tout à l'heure, on a par exemple deux troubadours qui vont discuter d'un cas de dialectique amoureuse. Alors j'en prends un, Gaussen-Fédite et Alberté se sont rencontrés, et un soir, on a dû leur suggérer un sujet, et il dit, Gaussen, dis-moi un peu, qu'est-ce qu'il vaut mieux, les biens ou les mots, M-A-U-X, les mots d'amour? Et donc ils vont échanger. Gaussen va argumenter en faveur des biens. Il dit, finalement, ben oui, ce qu'il y a de mieux, c'est le bien, c'est obtenir un regard, un sourire, il faut se contenter de ça, ça nous fait plaisir. Bon, je résume très grossièrement. Et Albert dit, non, pas du tout, c'est les mots. Plus on souffre, plus on est amoureux, plus on ressent de la peine dans le cœur, plus notre amour est beau, plus notre amour est célèbre. Bon, à chacun ses goûts. À la fin, que fait-on? On ne tranche pas. Les deux troubadours s'entendent et disent, eh bien, nous allons envoyer nous donnons notre tançon à la comtesse d'Angoulême, qui est une femme très valeureuse, et c'est elle qui nous dira ce qu'il faut choisir. La femme est prise pour juge. Autre exemple, avec Émeric de Péguillan, un autre débat amoureux, pour que vous ayez une véritable idée. Vous avez deux femmes de même condition qui aiment deux chevaliers. Un chevalier. Et quelle est la bonne solution? La première femme est prête à tout sacrifier, à tout donner à son chevalier pour qu'il délaisse l'autre. Par contre, le chevalier aime profondément la deuxième qui, elle, en retour, ne s'intéresse pas à lui. Qui doit-il choisir? Celle qui lui accorde tout, mais dans le fond, comme il n'est pas véritablement amoureux, en tirera-t-il profit, ou devra-t-il continuer à souffrir? Débat entre les deux, et que fait-on à la fin? Eh bien, on s'adresse, on va envoyer le jugement, à deux femmes. Alors, Émeric de Péguillan dit, on va l'envoyer à Béatrice d'Este, vous savez, celle qui est à Ferrare,
Et l'autre dit, on va demander l'avis d'Émilie de Ravenne. Et voilà, on demande, la femme est prise comme juge de tout ce qui touche le domaine de l'amour, de tout ce qui touche la courtoisie. C'est elle qui décide de ce qui est courtois. Alors c'est très intéressant parce que c'est le moment où il s'agit, Duby l'a longuement montré dans son ouvrage sur les dames du XIIe, il s'agit d'éduquer ces seigneurs qui passent pas mal de temps à la guerre, il s'agit de les polir. Et donc la femme a une responsabilité considérable. Mais, il y a un mais. Il y a un texte qui fait problème chez notre ami Alberté. C'est celui de la chanson numéro 10, dans la classification établie par Francesca Sanguinetti. Contre toute attente, il nous dit, c'est fini, je ne chante plus les dames, je ne chanterai plus l'amour. On peut dire dépit amoureux, pas sûr. Que dit-il? Maintenant, regardez, comme leur amour fait du mal. On sait que la première fut Ève qui fit rompre l'entente et la trêve, par quoi nous sommes tous encore pécheurs. Et voilà qu'émerge cette image d'Ève, Ève, la femme dont tous les malheurs sont sortis. Et là, il y a, alors tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais je me rallierai volontiers à la thèse de Duby, encore une fois, qui dit, attention, le début du XIIIe siècle, ça commence à basculer sérieusement pour les femmes. Au XIIe, pas de problème. Au XIIIe, il y a eu des attaques en règle. Et il donne l'exemple d'un chapelain, Étienne de Fougères, qui était le chapelain d'Henri Plantagenet. Donc, autrement dit, d'un seigneur qui savait ce que c'était que la courtoisie, le troubadour et autres. C'est le père. C'est Henri II Plantagenet. Il a été donc son chapelain. Et ce prélat a publié un livre qui s'appelle le Livre des manières, et qui est destiné aux gens de cour, et qui est destiné à les alerter sur la, excusez le terme, la mauvaiseté de la femme. Alors, est-ce que cette chanson n'est pas, évidemment, Ève, est-ce que cette chanson n'est pas un écho, un premier écho à cette déchéance qui va toucher les femmes au XIIIe, au XIVe et les amener au piteux état qu'on leur connaîtra quelques siècles plus tard. Voilà. Je n'ai pas de réponse. Il faut être honnête, on n'a pas de réponse, mais ce texte-là nous interpelle. Donc, Alberté vit à un moment où les choses basculent. Il faut maintenant s'acheminer vers la fin. Alors, Alberté est un personnage donc réel, je viens de vous en parler longuement. On sait qu'il a vécu, on sait où il est allé, on sait que... Et puis, il est devenu un personnage de littérature. Et je vous invite à regarder cette nouvelle diapositive. Ah non, j'ai oublié. Alors, on ne veut pas terminer sur... Excusez-moi, on ne va pas terminer sur une note aussi pessimiste à l'égard des femmes. Figurez-vous que tout le monde connaît la médaille d'amour d'Alphonse Ogis. Chaque jour je t'aime davantage, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain. Ben, figurez-vous que notre ami Alberté, avant de dire des choses, des monstruosités sur les femmes, avait écrit quelque chose d'extraordinaire dans une de ses chansons. Fisel m'aura trop miel che non solia, qu'io l'am tots giorn sempre voi mai che hier. Elle m'aura, le verbe posséder, elle me possédera, elle m'aura fidèle encore plus que je n'ai été, puisque je l'aime aujourd'hui toujours plus qu'hier. Ah, 700 ans avant Madame Edmond-Rostand, ça vaut le coup. Heureusement de Gérard, malheureusement, on n'en parle plus beaucoup. C'est encore une femme poétesse qui a écrit des choses tout à fait charmantes, mais on les a laissées de côté. Bien, Alberté, donc, tout ça, ça nous conduit à la littérature. Nouvelle diapositive. Alors, Alberté est devenu un personnage de fiction. Et où? Eh bien,
à la fin du XIXe siècle. Bon, c'est pas étonnant. Et où? À Forcalquier. À Forcalquier, il y a un monsieur, c'est un savant, c'est un ami de Louis Pasteur, il a même travaillé avec lui, il est pharmacien de son état, il avait créé un petit laboratoire à Forcalquier, et il était poète. C'était un membre du Félibrige, c'était un ami de Mistral et un ami de Léon de Berluc-Pérussi, tous les piliers du Félibrige. Et quand il ne faisait pas de la pharmacie et de la recherche, il a écrit des choses absolument délicieuses et on en trouve une trace au musée municipal de Forcalquier. Bon. C'est ce monsieur, il s'appelle Eugène Plouch. Et il a écrit un poème. Alors quand on écrit un poème, c'est à la mode de Mistral, ça fait 6 chants, ça fait X centaines, voire milliers de vers, et qui s'appelle « Le diamant de Saint-Maime », le diamant de Saint-Même. Saint-Même, c'est la petite ville à côté de Forcalquier. Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte une histoire, c'est l'histoire de Béatrice, la dernière fille du comte de Provence, celle qu'on va marier. Et l'histoire commence au moment de son 15e anniversaire. Et là, on voit arriver les prétendants, on voit arriver l'héritier d'Aragon, on voit arriver le comte de Toulouse, et on voit arriver Charles d'Anjou. Les trois rivalisent de faste, de force, pour séduire la belle, et on s'inquiète un petit peu de ce qui va se passer. Et donc on organise un tournoi, on organise une cour d'amour. Hein. Alors ça, le 19e siècle a cru aux cours d'amour dur comme fer. Vous avez vu ce que c'était, quelquefois c'était plutôt poser une question à une dame pour qu'elle réponde. Mais là, donc, on organise une cour d'amour, chacun des prétendants est représenté par un troubadour, tous les troubadours mis en scène sont des personnages réels, il y a Pierre Vidal, il y a Émeric, et il y a Bertrand d'Allamanon. Chacun présente ses arguments, chacun argumente pour son seigneur, et il y a là, dans le public, il y a Alberté. Il y a les deux troubadours locaux, ce que vulgairement en cyclisme on appelle les régionaux de l'étape. Ils sont là, il y a Alberté de Sisteron, et il y a Réforçat de Forcalquier. Et les deux assistent au débat et ils applaudissent fortement à Pierre Vidal qui a fait valoir le comte de Toulouse, et parce que le comte de Toulouse, c'est bien, c'est quelqu'un du Sud. C'est toute l'imagerie félibréenne apparaît à cet endroit-là. Hein. C'est celui du Sud, c'est celui à qui il faudrait faire confiance pour régler les affaires du comté de Provence. Bon, malheureusement, on connaît la suite, ou heureusement, on connaît la suite, c'est Charles d'Anjou qui sera choisi, et le comté de Provence tombera dans l'escarcelle des rois de France via le frère de Saint-Louis. Bon, passons. Et donc, nous avons un Alberté qui intervient et qui dit « Ah, bravo, Vidal, c'est vraiment notre maître, c'est notre grand poète, c'est notre grand troubadour. » C'est tout ce qu'il dit. Et Plouchu met une note, et il dit « J'ai essayé de respecter la réalité historique, en le situant parmi les gens favorables au prince du Midi. » Voilà, ça ne va pas plus loin. Donc, on voit apparaître au milieu de ce poème, de ce long poème en 7 chants, pardon, on voit apparaître notre ami Alberté. Il y aurait un dernier point en matière de littérature, mais il y a très peu de choses. Il y a très peu de chances pour que vous lisiez ces textes-là, puisqu'ils ne sont pas facilement accessibles. C'est qu'au XVIe et au XVIIe siècle, Jean de Notre-Dame et César de Notre-Dame, Jean c'est le frère de Nostradamus, et César c'est le fils de Nostradamus, se sont lancés dans des extravagances lorsqu'ils ont voulu raconter la vie d'Alberté et la vie des troubadours, oui, il vaut mieux le prendre pour une fantasmagorie que pour un acte d'historien de l'époque.
Voilà, dernier point, il faudrait parler de la musique. Alors, je vais vous montrer deux documents. Voilà, nous avons 3 chansons, je n'en ai mis que 2, 3 chansons d'Alberté, recopiées dans les manuscrits avec des notations musicales. Alors bien, attention, je précise, c'est toujours le même problème, ces copies ont 100 ans, 110 ans, 120 ans de plus que le troubadour lui-même. Quelle musique a-t-on recopié? Quelle musique a-t-on adapté? C'est très compliqué. Alors, les deux chansons, là, tirées de 2 manuscrits différents, vous montrent que, dans certains cas, nous avons une notation modale toute simple, avec une note qui correspond à une syllabe, et dans le deuxième, nous avons une notation avec plusieurs notes, alors ce sont des petits signes, on appelle ça des mélismes, plusieurs notes qui correspondent à la même syllabe. À partir de là, alors c'est pas une portée en clé de sol comme vous connaissez, c'est une notation musicale de l'époque. À partir de là, on peut faire des tas de reconstitutions. Or, tout ce que vous entendrez n'est que reconstitution et supposition. Nous n'avons pas d'exemple de musique du Moyen-Âge de l'époque. On n'avait pas d'enregistrement, bien entendu, et comme on n'avait pas le même système de notation, alors ce sont des gens sérieux qui ont fait ça. On le voit sur une dernière diapositive. Voilà. Ce sont des gens sérieux. Gérard Levaux, qui a travaillé avec Marguerite Witten, dont je parlais tout à l'heure au début, Gérard Levaux qui a fait un travail considérable, et dont on m'a dit récemment qu'il était venu à Veynes il y a quelques années, bien quelques années, faire une conférence, ce dont on peut se réjouir. Gérard Levaux, dans cet ouvrage qui est sorti l'année dernière, il y a 2 ans, pardon, mais ça revient au même, puisque depuis 1 an on ne vit plus, et puis, donc il explique longuement la musique, le travail, la recherche qui a été faite. Gérard Zucchetto, dans son livre La Trombe, qui a fait de très grosses recherches également. Et puis, il y a des CD, les 2 CD que je vous montre là, il y en a d'autres. Flore Inverse, l'art des troubadours provençaux du XIIe et du XIIIe siècle. Il y a une chanson d'Alberté à l'intérieur. Et puis, La Trova, qui est une véritable anthologie. Il y a, je ne sais plus, il y a 5 coffrets, il y a 22 disques, et dans le coffret numéro 4, il y a Alberté de Sisteron, puisque c'est comme ça qu'on continue à l'appeler quelque part. Je ne vous ferai pas entendre d'extrait de musique pour des raisons toutes simples, c'est que il y a des droits, il y a des complications administratives à n'en plus finir. Donc, si vous avez envie d'écouter de la musique des troubadours, vous pouvez vous procurer ces disques-là. Flore Inverse est disponible à Gap. Et la tromba, on le fait venir comme on veut, ça ne pose pas de difficulté. Voilà, je voudrais maintenant conclure sur Alberté. J'espère que je ne vous ai pas assommé. Peut-être souhaiteriez-vous savoir si Alberté est venu chez nous. Bien, personne ne peut le dire et personne ne peut l'infirmer. Bon, si on veut savoir s'il est venu chez les Flottes, les Flottes, c'est les seigneurs de la Roche, ou s'il est venu chez les Mévouillons, ou s'il est venu chez telle autre famille, ben, il n'y a guère que la chronologie qui peut nous aider. Si tel château était construit avant 1190, pourquoi pas? Mais un exemple simple, vous avez le château de Mison,
Le château de Mison, par exemple, dont les ruines sont majestueuses, sont imposantes, le site est merveilleux, ben, il n'a pas pu venir au château de Mison pour la bonne et simple raison qu'au moment où il était vivant, le château n'était pas construit. Il a été construit à peu près 30 ans après. On a commencé à le construire 30 ans après. Bon, nos amis de la Ragne voudraient peut-être savoir si il est allé à Arzelier. Eh ben, réponse, pourquoi pas. Il y a... la cité existe, le point fortifié existe, il y a un petit château. J'ai retrouvé dans les comptes, dans les registres des comptes de Provence, les actes des comptes de Provence, un Bernard d'Arzelier, hein, aux alentours de 1192. Il n'a pas laissé une trace fracassante dans l'histoire, mais il y avait un Bernard d'Arzelier. Bon, pourquoi pas? Mais il est bien évident il a passé beaucoup plus de temps. Alors s'il a fait ça, c'est probablement au début de sa carrière, ou alors en traversant, parce qu'on faisait 35-40 km maximum dans une journée, hein, lorsqu'on se déplaçait. Alors, vous savez, de Montferrand à Ravenne, il y a des kilomètres. Hein. Donc, on a pu traverser, il a pu passer, mais on ne peut pas en dire plus. Il ne faut surtout pas rêver et transformer les réalités. La deuxième chose, c'est que j'ai cherché, j'ai pas trouvé véritablement. Ben, il n'y a pas de rue Alberté, de square Alberté, de place Alberté. Bon, je pense que si une municipalité du Gap-en-C, voire du Cisteronnet, donnait son nom à ce troubadour, le nom de ce troubadour à une de ces rues, elle ne se déshonorerait pas. Il fait partie de notre patrimoine et même si je salue et si je me réjouis du travail qui a été fait par nos amis italiens, bon, c'est quand même un peu dommage de voir toujours notre patrimoine partir. Hein. Il faudrait que nous le fassions vivre. Alors, ici, nous aimons bien le Moyen-Âge, puisque il y a des fêtes médiévales un peu partout l'été. Hein. J'ai même vu qu'on en avait programmé pour 2021. C'est bien d'être optimiste. Mais si on peut ne pas oublier ce troubadour, je pense que je n'aurais pas perdu mon temps. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Je suis un peu stressé, je ne m'attendais pas à passer. Si vous avez des questions, je réponds. Bien sûr, donc voilà, j'explique aussi pourquoi je suis là. Donc je vais poser quelques questions à Monsieur Costa donc sur la présentation qu'il a faite. Savoir un petit peu des questions peut-être que vous posez vous, pardon. Donc n'hésitez pas, voilà, j'ai mon petit téléphone à côté, n'hésitez pas à me poser les questions, je les lirai et Monsieur Costa essaiera d'y répondre. Voilà. J'avais quelques questions, alors c'est possible que vous y ayez un petit peu répondu, mais voilà, peut-être développer. Moi, la première question que j'avais, c'était pourquoi vous avez cet intérêt autour des troubadours. C'est quand même un intérêt qui est littéraire, mais en même temps historique. Pourquoi cet intérêt? Bon, j'ai toujours aimé cette période-là. En plus, j'ai eu la chance d'enseigner la Languedoc, l'occitan, le provençal, pendant 25 ans, en même temps que je faisais ma carrière de professeur de lettres. Et j'ai pris du goût, parce que d'abord j'ai eu d'excellents professeurs, et dont je salue la mémoire, puisqu'aujourd'hui, évidemment, ils ne sont plus là. Et je m'y suis intéressé, je suis revenu, parce que la pandémie que nous traversons m'a agacé, et les gens encore plus. Parce qu'on est passé son temps à dire « Ah, c'est comme au Moyen-Âge, ah, c'est comme au Moyen-Âge, oh là là, on se croirait revenu au Moyen-Âge ». Donc beaucoup de gens braillaient contre le Moyen-Âge, brailler c'est un verbe provençal. Et beaucoup ne savent pas de quoi ils retournent. Puis on a tendance à croire que c'est une vieillerie complètement dépassée. Ben, vous voyez qu'aujourd'hui, quand vous mettez une médaille d'amour, ben, vous faites ce que les troubadours faisaient il y a 800 ans. Voilà. Alors je m'y intéresse parce que c'est une période historique très riche, c'est une période historique qui nous a donné un fond de culture commune,
et vous savez que je suis très attaché à l'idée d'Europe, mais une Europe de culture. Et tout à l'heure, je l'ai dit, les troubadours, bon, c'est eux qui ont commencé. Bien. Mais le phénomène de troubadour, le phénomène du chant d'amour, le phénomène de cette lyrique en langue locale, parce que c'est ça le plus important, eh bien, va toucher toute l'Europe occidentale. On va retrouver, donc, ça va gagner le Nord avec les Trouvères, ça va gagner tous les pays germaniques, une partie des pays germaniques avec le Minnesang. Les Minnesangers sont des gens extraordinaires, ils ont composé des poèmes magnifiques. Hein. Puis l'Italie s'y est intéressée, Dante met quand même des troubadours dans sa Divine Comédie. Hein. Et puis l'Espagne, le Portugal, qu'on regarde toujours d'une façon un peu bizarre en disant oh, le Moyen-Âge en Espagne, c'est la reconquête, la lutte contre les Arabes. Bon, c'est vrai, mais c'est aussi une période de déflorescence extraordinaire en matière de poésie. Les troubadours gallégo-portugais ont écrit des choses absolument admirables. Hein. Donc, vous imaginez un courant qui a traversé l'Europe occidentale. Les Anglais aussi s'y sont intéressés. Bon, évidemment, ils nous ont envoyé la tradition bretonne, mais c'est pas. Donc, voilà quelque chose qui fédère l'Europe de l'Ouest culturellement, parce que je tiens aux racines culturelles. Voilà, les troubadours en font partie. Beauté de la langue, beauté du travail, et un courant qui lie les peuples. Voilà. Et est-ce que vous pensez du coup qu'on en parle assez des troubadours, ou justement que c'est quelque chose qui manque un peu Oh, c'est cyclique, vous savez, dans les années 70, j'étais jeune, j'avais 20 ans en 68, alors vous voyez, on en parlait beaucoup, ils étaient revenus à la mode. Puis ça s'est un peu éclipsé. Puis aujourd'hui, bon, je ne dirais pas que c'est d'un intérêt, ça intéresse beaucoup de gens, mais bon, on pourrait s'y intéresser un peu plus. Mais je vais être méchant cette fois. Aujourd'hui, si vous voulez vous intéresser aux troubadours, il vaut mieux parler l'italien, l'allemand, l'espagnol, l'anglais, parce que les Américains et les Anglais ont fait beaucoup de choses. Le français devient quelque peu accessoire. Je ne veux aucun mal à nos amis de Montpellier et de Toulouse, mais ce patrimoine-là, la France n'arrive pas à le mettre en valeur. Ne pas croire que c'est une vieillerie passée. C'est faux. C'est archi faux. C'est un fonds culturel, il faut le défendre. D'accord, et du coup justement en parlant de fonds culturels, est-ce que pour vous c'est plus un sujet qui va s'apparenter à de la littérature propre, ou vraiment est-ce que c'est un sujet historique, ou un peu des deux? Alors, oui, c'est un peu des deux. Littérature, oui, je n'en ai pas beaucoup parlé, parce que ça demande un gros effort. Il faut d'abord... Comment rentrer dans les troubadours si on n'a pas quelques idées de langue? Je veux dire, au niveau de l'étude, vous pouvez lire des traductions, il y en a d'excellentes. Il y a des gens qui ont traduit des choses magnifiques sur les troubadours. Vous pouvez lire les nouvelles occitanes qui ont été traduites par Huchet, ça se trouve en livre de poche, là, chez Garnier-Flammarion. On peut le lire en traduction, il n'y a aucune honte. Mais l'étude littéraire proprement dite, les vers... Bon, je suis un peu déformé aussi par mon métier, ce qui a été mon métier. Bon, quand on avait des textes en ancienne langue, c'était pour les concours. Donc, je m'y suis intéressé à une époque en tant que candidat et après en tant que professeur et examinateur. J'ai fait les deux parcours. Mais c'est vrai que c'est quelque chose... C'est littéraire et en même temps c'est historique, parce qu'il reflète un état de la société. Et c'est un moment important. Ce sont des gens les troubadours, qui ont contribué à polir, hein, alors polir comme ça, et à polisser la société de l'époque. On a essayé de rendre les gens meilleurs. Et on pourrait prendre exemple sur eux.
Mais aujourd'hui, vous savez, la poésie ne fait pas un sou, hein, comme disent les financiers. La poésie, c'est pas un poète aujourd'hui, quand il tire à quelques centaines d'exemplaires, c'est un exploit. C'est aussi une mode, un phénomène de mode. D'accord. Du coup, justement, c'est quand même, du coup, c'est de la poésie, mais c'est aussi de la musique. Oui. Comme vous en avez pas mal parlé, vous l'avez un petit peu dit, mais pour repréciser, est-ce qu'actuellement, il y a quand même encore beaucoup de musique, enfin, est-ce qu'on peut encore avoir des restitutions des musiques de troubadours actuelles, Oui. ou c'est plus difficile, ou on n'aura jamais peut-être le même... Mais au Quai des Arts, vous pouvez faire venir un groupe qui chante. C'est pas vous qui êtes responsable de la programmation. Mais au Quai des Arts, vous pouvez faire venir, vous pouvez trouver un groupe avec des gens sérieux, des gens qui ont fait un beau boulot. Hein, il ne faut pas avoir peur des termes. Ils peuvent venir chanter, faire une soirée de troubadour. Ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on a tendance à accréditer, alors via les fêtes. Je ne suis pas contre les fêtes, hein, loin de là. Mais via les fêtes où les gens se déguisent. Alors c'est bien de se déguiser, mais il faudrait peut-être un petit peu se plonger dans l'atmosphère. On accrédite à peu près tout et n'importe quoi. Moi, je suis pour la restitution des choses au plus près de leur pureté originelle. Donc vous pouvez entendre de la musique de troubadour, vous pouvez entendre des chansons. Et il faut trouver les groupes. Il y en a quelques-uns de très bons, j'en ai signalé là, quand même 2. Je crois que ce n'est pas perdu. Oui, d'accord. Et justement, c'est intéressant justement de parler de cette façon d'être réaliste aussi, de ce que vous avez dit. Est-ce que justement dans les œuvres de fiction qu'on voit régulièrement, donc imaginons dans les jeux vidéo ou même dans les films, on voit souvent des troubadours, souvent, bon, vous en avez un petit peu parlé, mais souvent voilà, avec un instrument de musique, souvent une sorte de lutte, on dirait. Oui. Après, je m'y connais pas trop en musique, pardon, pour les personnes qui s'y connaissent un peu plus. Mais est-ce que c'est quelque chose, du coup, vous trouvez intéressant ou au contraire que vous dites c'est pas la réalité, donc c'est blessant de mettre des troubadours comme ça, enfin peut-être pas blessant, mais c'est quelque chose qui n'est pas adapté. Il faut toujours raison garder dans ces histoires-là. Bon, évitons la caricature. Bon, des troubadours au cinéma, je sais pas, moi, le plus ancien souvenir que j'ai, c'est Les Visiteurs du Soir, à Carnet, hein, avec un admirable Alain Cuny. Hein. Bon, ressemblait-il à un troubadour de l'époque? Je n'en sais pas, je ne pense pas. Bon, après nous avons eu des caricatures avec c'était les Visiteurs, avec Jean Reno et... Bon, oui, Clavier. Voilà, avec Reno et Clavier, bon, ça tournait à la caricature. Bon, oui, on peut les utiliser. Qu'on utilise les troubadours dans des jeux vidéo, pourquoi pas? On ne va pas s'offusquer de ce genre de choses. Mais j'aimerais quand même que ceux qui utilisent ce genre de personnages demandent quelques conseils. Vous savez, il y a de très bons films au cinéma, très bons, avec des réalisateurs absolument remarquables, qui ont été réussis en demandant des conseils à des spécialistes, à des gens qui savent de quoi ils retournent. Hein. Ne faites pas un film sur Napoléon, puisqu'on va faire le bicentenaire, ne faites pas un film sur Napoléon sans demander des avis de gens autorisés, de gens qui ont connu, qui ont travaillé. Utilisez les troubadours, oui, il y en a qui ont joué des rôles extraordinaires. Un tout petit détail, ce n'était pas prévu, mais bon. Vous avez, par exemple, chez les Galego-Portugais, chez les Portugais, eh bien, il y a un roi, c'est Don Dinis, mais Denis Ier, il va utiliser une femme. Bon, on dira qu'elle était plutôt jongleresse, plutôt soldadière, on disait. Mais il va l'utiliser comme agent secret. On est au XIIIe siècle. Hein, on est au début du XIVe. Il l'utilise comme agent secret. Il l'utilise pour obtenir des renseignements. Je veux dire, pourquoi pas monter des jeux vidéo avec des personnages. Mais
mettons-leur quelque chose qui a au moins des apparences de vérité. D'accord. Et est-ce que justement, en parlant de cette vérité-là, est-ce qu'il y a encore beaucoup de recherches autour de la vérité et du coup autour de ces troubadours-là? Est-ce qu'on fait encore beaucoup de recherches, savoir quel instrument ils utilisaient vraiment? Est-ce que c'était vraiment des joueurs d'instruments plus que des chanteurs Alors il y a beaucoup de recherches qui se font. Elles ne se font pas toujours en France, malheureusement. Et il y en a. On devra bien m'excuser. Mais alors les troubadours sont au centre de recherche très poussé en Italie et en Catalogne. Il y a des groupements de chercheurs qui ont monté d'ailleurs sur des plateformes et des sites que je pourrais vous communiquer si ça vous intéresse. Ça m'intéresse. Et là, mais attention, c'est de la recherche, c'est de la méthode universitaire, scientifique, c'est quelque chose de très, très poussé, très sérieux. Ils sont très nombreux, ils se sont regroupés. Vous avez un groupement avec l'université de Messine, l'université de Modène, l'université de Milan, une université à Rome, une université à Naples. Ils se sont regroupés pour mettre en commun toutes leurs connaissances et essayer de les diffuser. On a un peu la même chose avec Montpellier, en France. Mais en France, c'est toujours très discret parce qu'on est étouffé par les médias et une intelligentsia parisienne qui n'a rien à foutre de ce qu'on fait. Bon, et lui, il m'arrive de temps en temps de me laisser emporter. Et les Catalans ont aussi monté, et les universités espagnoles ont monté des réseaux qui sont extrêmement intéressants, avec des publications, avec un travail considérable qui est fait sur la recherche. Et tous les jours, on en apprend. Donc, et la musique, c'est la même chose. Il ne faut pas croire qu'on est arrivé. On est dans un domaine de recherche scientifique et le propre de la recherche scientifique, c'est d'être toujours en devenir. Ce n'est pas mon collègue qui va passer tout à l'heure après moi qui dira le contraire. Ça, c'est sûr. Vu les sujets en plus, c'est vrai qu'il dirait le contraire. Et après, voilà une question un peu. Alors, vous en avez un petit peu parlé très vaguement. Alors, je reviens juste sur le fait que sur la diffusion, si ça vous intéresse de poser des questions, vous pouvez vous inscrire sur le site twitch.tv. Donc l'inscription est gratuite et du coup vous pouvez ensuite dialoguer dans l'espace de discussion et pouvoir du coup nous poser des questions. Donc moi j'ai l'espace de discussion ici, donc ça me permet de lire ce que vous écrivez et du coup de poser des questions s'il y a besoin. Sachant qu'après on a un deuxième cours qui aura lieu. Et du coup, à ce moment-là, vous pouvez aussi interagir. Même pendant l'émission, je noterai les questions, je les poserai à la fin. Du coup, moi, ma dernière question, c'était, vous avez un petit peu parlé des collaborations, on va dire, bon, à cette époque-là, ça se disait pas trop, je pense, mais collaboration entre les troubadours. Vous avez parlé de 2 troubadours, voilà. Est-ce que c'était courant que des troubadours écrivent ensemble, fassent des textes ensemble, ou est-ce qu'au contraire, c'était quelque chose quand même d'assez solennel, quelque chose d'assez seul? Une réflexion Alors tout ce petit monde se connaît. D'accord. Ils se connaissent tous, ils fréquentent les mêmes cours. Angelica Rieger, dont j'ai parlé tout à l'heure, a fait une belle démonstration. Je ne sais pas si j'ai la citation aujourd'hui, là sûrement non. Angelica Rieger l'a montré. Il y en a, alors j'ai dit il y avait des grands seigneurs, bien sûr, mais il n'y a pas 50 ou 60 cours différentes. Bon, on va chez les Montferrat. Chez les Montferrat, ils ont tous défilé à partir de 1100. Le premier qui est allé chez les Montferrat, parmi les grands qui sont connus, c'est Rimbaud de Vaqueras. Le troubadour, si vous allez du côté de Vaqueras, les caves de vin, la cuvée du troubadour, c'est excellent d'ailleurs, mais vous avez tout un monde. Et Rimbaud de Vaqueras est le premier important à aller chez les Montferrat, et il va partir à la croisade avec Boniface de Montferrat, et il va même aller mourir à Thessalonique. Donc, Rimbaud est allé là-bas, Péguillan est allé là-bas, Pérol est allé là-bas, Alberté est allé là-bas. Ils se sont croisés, ils se sont rencontrés. Il y a des foyers, et c'est pour ça que j'ai émis cette hypothèse de retour d'Alberté chez le comte de Provence, parce que après la croisade des Albigeois, après la victoire des Français avec Simon de Montfort et Amaury de Montfort,
il n'y a plus beaucoup de seigneurs qui peuvent entretenir les cours en Aquitaine, et il reste un grand foyer, c'est le comté de Provence. Parce qu'on ne fait pas partie du royaume de France, on est dans les terres du Saint-Empire. Et le comté de Provence, avec Raymond Béranger, va être le dernier à accueillir les troubadours. Et ils vont venir en France. Et à la cour d'Aix-en-Provence, et puis le passage à Sisteron, à Fréjus, à Saint-Maximin, hein, pour donner quelques noms de séjours familiers à la famille comtale, eh bien, on voit arriver Sordel. Sordel, c'est un des troubadours qui se retrouve chez Dante dans la Divine Comédie. On voit Falquet de Roman, on voit arriver tous ces troubadours viennent dans les foyers où on les accueille, où on les soutient, où on les rémunère. C'est important ça. Donc, ils se connaissent. Ils se connaissent. Alors, qu'il y ait eu des inimitiés entre certains, pourquoi pas, c'est certain. C'est une vie. Mais, donc, ils collaborent. Quand il y a des tensions, alors les tensions, ces fameux jeux partis, c'est des débats. Ces débats étaient des débats qui meublaient les soirées. Il faut bien comprendre ça. Ils meublaient les soirées. On n'a pas la télé, on n'a pas Internet, on n'a pas le smartphone, on n'a pas les jeux vidéo. Il faut meubler le temps. Et donc, un des jeux de société, c'est d'écouter des troubadours et de les faire se confronter. Et fatalement, quand ils échangent, ils se connaissent. Et puis, un certain temps après, ils se retrouvent dans une autre, ils sont itinérants, ils se retrouvent dans une autre cour. Alors oui, il y a des collaborations, il y a des échanges. Je n'ai pas parlé de ça parce que c'est très difficile à aborder en public, et il faudrait des heures et des heures, mais entre eux, ils se piquent. Hein, ils se piquent des formules rythmiques. Des jeux, des vers entiers, on se pique un vers à l'un, on pique un vers à l'autre. Bon, on se répond de chanson en chanson, on se réplique. Hein. On utilise des rythmes, probablement des musiques. On pique un air à l'un, on transforme à l'autre. Donc il y a véritablement des rencontres et une création qui est extraordinaire et qui nous échappe encore. Et qui nous échappera probablement toujours parce que nous avons perdu les documents. Hein. Voilà. Ben, merci beaucoup. On va du coup faire une courte pause. Ensuite, on passera sur la deuxième émission. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter encore une fois, à vous abonner aussi, à appuyer sur le petit bouton suivre sur la chaîne qui vous permet du coup de pouvoir, à chaque fois qu'on diffuse, vous allez recevoir une notification par mail ou sur votre téléphone si vous avez l'application mobile. Pour pouvoir tout simplement nous voir à chaque fois qu'on fait quelque chose. Voilà. Du coup, pendant un petit bref instant, on va mettre un écran de pause et ensuite on arrive pour la deuxième émission qui va parler de l'évolution humaine. Voilà. Merci encore, Monsieur Costa. Merci. Et à la prochaine.